Si l'école française reste aussi inégalitaire, c'est d'abord parce qu'elle a longtemps été. Et ce qu'on va essayer de montrer dans cette première partie, c'est que le système français a été un système scolaire longtemps dualiste. On va expliquer ce dualisme qui est une forme d'inégalité. D'abord, bien comprendre que si le système a été dualiste, c'est parce que pendant longtemps, les inégalités, en fait, n'ont pas été considérées réellement comme un problème. Enfin, du moins, si, un problème, mais comme un problème secondaire. La lutte contre les inégalités et l'ascension sociale même d'ailleurs, qui est une forme de lutte contre les inégalités, l'ascension sociale et la lutte contre les inégalités n'ont pas toujours été une priorité de l'école française. Alors, si on remonte à la Troisième République, l'époque de Jules Ferry, on se rend compte que l'objectif de l'école n'était pas de lutter contre les inégalités. L'objectif de l'école n'était pas non plus l'ascension sociale. Il pouvait y avoir de l'ascension sociale grâce à l'école, mais au fond, elle n'était pas faite pour ça. Ce n'était pas son rôle premier. L'école de la Troisième République visait d'abord à former un peuple de citoyens républicains. L'école de la Troisième République visait à former des ouvriers pour les usines du grand pays industriel que la France était en train de devenir. C'est l'époque de la révolution industrielle. L'école de la République formait donc un peuple de citoyens républicains, des ouvriers pour les usines françaises, mais aussi des soldats. Des soldats pour reprendre l'Alsace et la Lorraine que les Prussiens avaient prises en 1871, et puis des soldats pour conquérir les colonies à une époque où on se constituait un empire colonial. C'est ce qu'explique très bien Ernest Lavis qu'on a appelé l'instituteur national. Parce que Lavis a joué un grand rôle dans la mise en place de l'école française de la Troisième République. Lavis était historien et c'était l'historien qui était le plus influent dans cette fin de XIXe siècle. En 1885, il a expliqué à quoi servait, selon lui, l'enseignement de l'histoire, puisque c'était son domaine. Alors on va prendre l'exemple de l'histoire, et il explique dans ce texte d'abord que l'histoire c'est une forme de poésie, il y a dans le passé le plus lointain une poésie qu'il faut verser dans les jeunes âmes, bon, mais pour y fortifier le sentiment patriotique. Et c'est là l'objectif, l'histoire doit échauffer ces âmes réservées à de grands devoirs. L'enseignement de l'histoire est un enseignement moral et patriotique. Là doit aboutir l'enseignement de l'histoire à l'école primaire. Et il explique, si l'écolier n'emporte pas avec lui le vivant souvenir de nos gloires nationales, s'il ne sait pas que nos ancêtres ont combattu pour de nobles causes, etc., etc., j'aime bien la fin, s'il ne devient pas un citoyen pénétré de ses devoirs et un soldat qui aime son fusil, l'instituteur aura perdu son temps. Voilà donc l'école de la Troisième République, en tout cas l'enseignement de l'histoire. On forme des citoyens qui sont forcément des soldats qui aiment leur fusil. On peut se demander ici où se trouve la formation à l'esprit critique. Tout de même, l'école de la Troisième République est un peu une école, il faut bien le dire, du bourrage de crâne. L'école de la République est une école où en fait l'égalité est une préoccupation secondaire. La question de l'égalité, en fait, on ne la pose pas réellement. Il arrive qu'on déplore les inégalités, mais ça ne va pas au-delà d'une déploration. On ne s'est jamais demandé comment on pouvait lutter contre elles. Parce que l'école de la Troisième République, elle est fondamentalement inégalitaire. Elle est fondamentalement inégalitaire parce qu'elle est dualiste. C'est ce qu'on va montrer ici. L'école de la Troisième République est clairement divisée en deux systèmes. Le primaire, le secondaire. Le secondaire, c'est l'héritage des collèges d'Ancien Régime, c'est l'héritage des lycées qui datent de Napoléon et qui ont vocation à socialiser les élites. Les lycées sont des lieux de socialisation bourgeoise. Le primaire,
Lui, c'est l'école du peuple, et ce ne sont pas les mêmes, c'est pas le même public qui va dans le primaire et le secondaire. C'est ce que disait Ferdinand Buisson. Ferdinand Buisson, qui était philosophe et qui a joué un grand rôle dans la mise en place de l'école gratuite, laïque, obligatoire, qui expliquait que le secondaire, c'est l'enseignement accessible aux enfants d'une certaine condition. Il y a une part d'implicite, mais enfin les choses sont tout de même relativement claires. Vont dans le secondaire ceux qui en ont les moyens. D'ailleurs, le secondaire à l'époque est payant, hein, jusqu'en 1930. L'enseignement secondaire est payant. Et ces deux systèmes sont parallèles et étanches. On ne passe pas de l'un à l'autre. Alors si, bien sûr, il arrive que des enfants du primaire puissent passer dans le secondaire. Dans ces cas-là, ils obtiennent une bourse et ça leur permet d'aller dans le secondaire gratuitement. Attention tout de même, les boursiers, pour prendre un chiffre, en 1900, les boursiers constituent 6% des élèves des lycées, donc 1 sur 19. 6% des élèves des lycées, c'est Ferdinand Buisson lui-même qui disait que c'était des exceptions consolantes. C'est son expression, exceptions consolantes. Ça console en se disant mais si, notre école permet l'ascension sociale. Et c'est vrai que les histoires, les anecdotes sont remplies de ces cas d'enfants qui ont démarré dans le primaire et qui sont passés dans le secondaire et qui ont fait une très belle carrière. C'est le cas d'Émile Zola, fils de maçon italien. C'est le cas de Charles Péguy, petit-fils d'une rempailleuse de chaises à Orléans, élevé par sa grand-mère et qui, pendant l'année de 6e, est remarqué par le directeur de son école, qui l'envoie au lycée d'Orléans, où il fera une brillante carrière, arrivera à Normal Sup et fait ensuite une carrière d'écrivain, pas très longue puisqu'il est mort en 1914, mais c'est un exemple bien connu. Albert Camus, lui aussi, et on a quantité d'exemples comme ça de jeunes qui, ayant commencé de façon très modeste dans le primaire, ont fait un grand parcours, un très beau parcours dans le secondaire. Ça reste tout de même des exceptions comparées à la masse du peuple, et des exceptions consolantes, comme le dit Ferdinand Buisson, mais des exceptions. Et attention, sur les 6% de boursiers qu'il y a dans les lycées en 1900, il n'y en a qu'un tiers qui viennent du primaire. Il y a 4% qui sont boursiers, mais boursiers, ils ont fait toute leur carrière dans le secondaire. Alors, ces deux systèmes sont parallèles, on peut s'en faire une idée si on regarde un petit peu comment c'était structuré. D'abord, l'école primaire, qui dure de 6 à 13 ans, hein, c'est la durée de la scolarisation obligatoire au terme de la loi de 1882, l'école primaire aboutit au certificat d'études primaires que l'on passe à 12 ou 13 ans. Ça, c'est le primaire, que l'on connaît bien. Maintenant, si on regarde le secondaire, alors le secondaire qui nous est familier, c'est de la 6e à la terminale qui aboutit au baccalauréat. Sauf que le secondaire, il ne commence pas en 6e. Le secondaire, il commence, alors si on regarde un peu les limites fixées par le primaire, on va se rendre compte que ce n'est pas tout à fait la même structure. Le secondaire, il commence au petit lycée, ce qu'on appelle les classes élémentaires du secondaire. Et ces classes-là, elles sont en général dans les lycées. Alors, très souvent dans les lycées, il y a plusieurs cours. Il y a la cour des petits, la cour des moyens, la cour des grands, ce qui fait que ces élèves ne se croisent pas forcément, mais enfin, ils seront scolarisés dans les mêmes bâtiments et ils sont socialisés selon la même logique. D'ailleurs, au lycée, vous avez aussi des classes qu'on appelle les classes enfantines, les classes maternelles, de même que vous avez... le secondaire mène à l'université, c'est sa vocation après le baccalauréat. Le primaire, lui, a aussi tout son système parallèle. Il faut savoir qu'il a ses classes maternelles, bien sûr, qui ne sont pas les mêmes que les classes enfantines du secondaire, mais il a aussi des possibilités de poursuite d'études dans le cadre du primaire. Après le certificat d'études, on peut rentrer à l'école primaire supérieure, qu'on appellera plus tard il y aura les cours complémentaires, ça dépend des époques. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'est l'école primaire supérieure, après la Seconde Guerre mondiale, ce sont les cours complémentaires.
Il y a aussi après des débouchés possibles. Un certain nombre d'écoles spécialisées qui recrutent les élèves qui ont passé ce qu'on appelle le brevet élémentaire ou le brevet supérieur à l'issue de l'école primaire supérieure ou du cours complémentaire. Parmi ces écoles spécialisées, évidemment, celle qui est bien connue et peut-être la plus prestigieuse, c'est l'école normale primaire, pour devenir instituteur. Et ça, c'était une voie d'ascension sociale pour les enfants de milieu populaire, mais enfin, il restait quand même dans un milieu assez populaire. L'instituteur n'est pas un bourgeois. L'instituteur fait certes partie des notables de son village, mais il n'a pas un très gros salaire. Ce sont donc deux systèmes qui sont parallèles et qui ne sont pas prévus pour communiquer. Alors, il est possible, voilà, je vous ai cité le cas d'Albert Camus, le cas de Charles Péguy, le cas d'Émile Zola et un certain nombre d'autres, qui, à l'issue du CM2, passent en sixième et sont admis au compte-gouttes, au cas par cas. Ça reste, encore une fois, je vous rappelle, des exceptions consolantes. Voilà, en 1900, on en est à 2% en fait des élèves du lycée, le tiers de 6%. 2% qui ont fait ce parcours. Donc, voilà, ces deux systèmes sont conçus pour être étanches, même s'il arrive qu'il y ait des passages qui restent marginaux. Mais pas marginaux pour ceux qui les vivent. Pour ceux qui les vivent, effectivement, ça compte. Et au bout du compte, ça finit par faire un certain nombre de personnes, même si c'est que 2% des élèves des lycées. Donc, on l'a remarqué et on en parle encore, mais ça, voilà, au total, statistiquement, c'est marginal. C'est Jérôme Kropp qui rappelle dans son livre La méritocratie républicaine que ce système est inégalitaire, certes, mais il est inégalitaire aussi à l'intérieur de chaque parcours. Le secondaire est inégalitaire, on va le laisser de côté un moment pour parler un petit peu du primaire. Le primaire lui-même est miné par les inégalités. Le livre de Jérôme Kropp étudie les écoles primaires de Paris à la fin du XIXe siècle, et il montre à quel point les instituteurs constatent les inégalités et déplorent les inégalités entre leurs élèves, à quel point ces inégalités sont nombreuses, fréquentes et importantes dans l'école primaire, et les instituteurs ont bien conscience qu'elles sont liées aux inégalités sociales. Ils voient bien que leurs élèves issus des milieux populaires ont plus de mal à réussir que ceux issus des milieux, pas forcément bourgeois parce que ceux-là vont au lycée, mais des milieux plus instruits, des milieux d'employés, des milieux de commerçants, de petite bourgeoisie, ou du moins on va dire, des classes moyennes urbaines, puisque là il s'agit des écoles parisiennes dans l'échantillon qu'a étudié Jérôme Kropp. C'est ce qui est frappant tout de même dans la correspondance de ces maîtres qui a été étudiée par Jérôme Kropp, c'est qu'ils déplorent les inégalités, mais jamais ils ne se remettent en cause. Jamais ils ne font de proposition pour lutter contre la difficulté scolaire. Ils s'inquiètent, du moins ils déplorent qu'il y ait de l'échec scolaire, que beaucoup d'élèves n'y arrivent pas. Mais pour autant, ils ne posent jamais la question de ce qu'on pourrait faire, et ils ne font pas de propositions. En fait, lutter contre l'échec scolaire, lutter contre la difficulté scolaire, ça n'a pas l'air d'être une priorité. En fait, les instituteurs de l'époque font d'énormes efforts, ce sont les héros de l'époque, mais pas pour résoudre les problèmes des élèves en difficulté. Ou du moins, ça reste marginal, et c'est pas de ça qu'on a le plus parlé, ce n'est pas de ça qu'eux-mêmes ont le plus parlé. Non, les efforts des instituteurs, ils sont surtout tournés vers les meilleurs élèves. Pourquoi faire? Pour les préparer au certificat d'études. Je vous rappelle qu'on ne présente pas tout le monde au certificat d'études. On ne présente que les meilleurs élèves. Et on s'assure de ne présenter que ceux qui ont vraiment une chance de l'avoir, parce que la réputation de l'école est en jeu, donc on préfère présenter peu d'élèves, mais s'assurer que la plupart d'entre eux l'ont, plutôt qu'en présenter beaucoup pour avoir un mauvais taux de réussite après.